Bonjour chers élèves et bienvenue aux élèves du bac 1, en particulier option PC, SVT, bien sûr, également sciences maths. Donc dans cette série, je vais vous présenter quelques exercices essentiellement sur l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc voilà les exercices que je vais traiter. Donc un câble tire un certain wagon avec une force de 8,5 10 puissance 4 newtons à la vitesse de 9,3 mètres par seconde. Il faut 3 minutes et 40 secondes pour que ce véhicule atteigne la station supérieure. Donc, calculer le travail effectué pour monter cette voiture-là, ou bien ce qu'on appelle funiculaire. Calculer l'énergie électrique fournie au moteur pour le trajet de funiculaire si le rendement du moteur est de 78%. Donc on va voir la relation entre le travail et l'énergie fournie par le moteur qui permet de déplacer cette voiture sur une piste. Donc exercice 2, c'est le toboggan. Donc dans un parc avec des jeux aquatiques, un toboggan hauteur 21,5 mètres. Pour descendre, il est obligé de se mettre en position couchée, bras le long du corps et les jambes tendues dans cette position-là. Arrivé en bas, les personnes sont freinées par de l'eau, donc là, il y a l'eau qui va vous freiner, qui se trouve dans la piste horizontale du toboggan, environ 30 cm de profondeur. Donc ça, c'est la profondeur de l'eau, mais c'est une donnée qu'on ne va pas utiliser. Donc une personne de 73 kg part sans vitesse initiale du point A et s'arrête après une distance de 7,5 mètres ici. Donc 7,5 mètres, il va s'arrêter. Donc voilà ce qu'on vous demande. Calculer la variation de l'énergie potentielle entre le point A et le point B. Calculer la vitesse au point B, d'accord, avant le freinage. Le frottement sont négligés dans la partie AB. Ensuite, calculer la force moyenne de freinage si la personne s'arrête au bout de 7,5 mètres. Dans l'exercice 3, on va jouer un peu de golf. Arrivé sur son green horizontal, un joueur de golf doit effectuer un but de longueur L égale à 6 mètres. Pour que sa balle de masse M aille dans le trou, le joueur communique à la balle une vitesse initiale de valeur V0. La balle assimilée à un point matériel est alors animée d'un mouvement rectiligne. Durant son mouvement, elle est soumise à une force de frottement de valeur 4-10-2 newtons. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la balle et le représenter sur un schéma. Donner l'expression du travail de chacune de ces forces au cours du mouvement. L'énergie mécanique de la balle est-elle conservée? Quelle doit être la valeur de V0 pour que la balle atteigne le trou avec une vitesse de valeur nulle? Donc ça c'est l'exercice 3. Ensuite l'exercice 4, on lance verticalement vers le haut une bille de masse M à une hauteur de 1,3 m au-dessus du sol. Sa vitesse est de 4 mètres par seconde. D'accord? Une fois qu'il atteint 1,3 m, sa vitesse c'est 4. On néglige la résistance de l'air. Calculer l'énergie mécanique en précisant la référence pour l'énergie potentielle. Jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle remonter? Avec quelle vitesse va repasser par le point d'altitude 1,3 m? Et avec quelle vitesse il va atteindre le sol? Exercice très classique de, disons, de chute libre. Dans l'exercice 5, je vais s'intéresser à un exercice de chimie sur les solutions. On dispose de deux solutions S1 et S2, telles que vous avez V1, volume de solution 1 de chlorure de cuivre, de concentration C1, et S2, c'est une solution de 200 ml de chlorure, l'une de chlorure de cuivre, l'autre de chlorure de fer. Donnez les formules et les noms des solides ioniques utilisés pour préparer chaque solution. Calculer la concentration des espèces ioniques présentes dans la solution 1 et 2. Maintenant, on va mélanger les deux solutions. Quel est le volume final? Donnez l'expression de la concentration effective, cette fois-ci de chaque ion après le mélange. Et calculer chacune de ces concentrations. Voilà. Vous avez 4 exercices sur le travail, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique et un exercice de chimie. Bon. Commençons par le premier exercice. Donc voilà ce qu'on appelle la funiculaire. Bon, c'est tout simplement comme un wagon qui va être tiré par un câble sur un plan incliné. Donc voilà la force, c'est 8,5 10 puissance 4 newtons et la vitesse c'est 9,3 mètres par seconde. Au bout de 3 minutes 40 secondes,
la voiture va atteindre sa station supérieure. Calculer le travail effectué par le moteur. Pour monter ce wagon-là. Quel est le travail qui a été effectué pour le déplacer de sa position initiale jusqu'à sa position finale. Bien, donc la force ici elle est parallèle et de même sens que AB. Donc le travail, je vous rappelle, par définition d'une force constante, c'est F scalaire AB. Comme ici la force est parallèle à AB, donc ça va vous donner directement F fois la distance parcourue par le wagon. Bien, on connaît la force, il nous faut la distance. Pour calculer la distance, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le temps et on a la vitesse. Donc on peut déterminer la distance. Donc la distance, c'est la vitesse c'est la distance sur le temps. Donc la distance, c'est la vitesse fois le temps. Faites une application numérique et vous allez trouver un travail de 19 10 puissance 7 joules. Bien. Maintenant, pour déplacer ce wagon, il y a un moteur électrique qui fournit une énergie. D'accord? Et on vous dit, si le rendement du moteur est 78%, quelle sera l'énergie électrique fournie par le moteur, c'est-à-dire l'énergie en général de carburant qui a été utilisée pour déplacer ce wagon-là, ou bien ce funiculaire, de cette position à cette position-là. Autrement dit, quelle est l'énergie électrique pour obtenir ce travail? Sachant que le rendement, c'est 78%. Bien sûr, toute l'énergie fournie par le moteur, il y a une partie qui est perdue par effet Joule, d'autres qui étaient utilisées sous forme d'énergie mécanique. Eh bien, on va utiliser juste la définition du rendement. Le rendement, c'est l'énergie totale, l'énergie utile divisée par l'énergie totale. Qu'est-ce qui est utile? C'est le travail qui a été utilisé pour déplacer le wagon. Quelle est l'énergie totale fournie? C'est l'énergie fournie par le moteur, c'est l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, c'est l'énergie utile divisée par le rendement, et ça vous donne 24,3 10 puissance 7 joules. Donc le moteur a fourni 24,3 10 puissance 7 joules, dont 19 10 puissance 7 joules est utilisé sous forme d'énergie mécanique pour déplacer le wagon. Le reste, bien sûr, il est perdu sous forme de chaleur. Passons un peu au parc. Calculer la variation de l'énergie potentielle entre la position A et la position B. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la personne? Bien sûr, il y a le poids, il y a la réaction. Comme il n'y a pas de frottement, la réaction elle est perpendiculaire à B, donc le travail de la réaction elle est nul. D'accord? Donc l'énergie potentielle, mais ici on nous demande juste l'énergie potentielle, donc l'énergie potentielle c'est l'énergie liée au poids, donc là vous utilisez tout de suite mg fois h, avec h, l'énergie potentielle de pesanteur chez mg fois z plus une constante. Bon, on va prendre maintenant l'origine ici, l'énergie potentielle lorsque z égale à 0, l'énergie potentielle égale à 0, donc cette constante égale à 0. Donc vous avez 0 est égal à mg fois 0 plus la constante. Donc l'énergie potentielle c'est mg fois z, et donc la variation de l'énergie potentielle c'est l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. Donc énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B, là c'est au point B, et ça vous donne mg fois h, d'accord? Donc, et on connaît h, on connaît directement h, donc on va calculer directement m fois g, donc g fois la masse, fois la hauteur, et ça me donne 15 396 joules. Maintenant, calculer la vitesse de la personne lorsqu'elle arrive au point B, donc là, tout de suite, si on vous demande la vitesse, il faut tout de suite penser au théorème d'énergie cinétique. Donc la variation de l'énergie cinétique entre la position initiale et la position finale est égale au travail de toutes les forces qui s'exercent sur le toboggan. Mais comme la réaction est perpendiculaire au déplacement, donc le travail de la réaction est nul, il va vous rester uniquement le travail du poids. Et le travail du poids, on l'a déjà calculé, donc c'est mg fois h, donc la variation de l'énergie potentielle est égale au travail du poids. Donc 1 demi mv au carré est égal au travail du poids qui est mg fois h, donc on va déterminer la vitesse. Vp au carré, vous simplifiez par m, ensuite on passe aux racines carrées et faites une application numérique, vous allez trouver 20,53 mètres par seconde. D'accord? Donc théorème d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme de travail de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le solide. Donc là, il n'y a que le poids, puisque le travail de la réaction est nul. Donc voilà la vitesse au point B.
Calculer la force moyenne de freinage si la personne s'arrête après 7,5 mètres. Toujours là aussi, toujours le théorème d'énergie cinétique. Qui dit personne s'arrête, ça veut dire son énergie cinétique, elle est nulle. Donc on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre le point B et le moment où le corps, la personne s'arrête. On nous donne la distance, donc j'applique tout de suite V égale à 0, l'énergie cinétique finale qui est 0, moins l'énergie cinétique initiale qui est 1 demi mvb au carré, qui est en fait mg fois h, est égal au travail des forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures? Il y a le poids, il y a la réaction normale, il y a la force de frottement. Donc la réaction normale et le poids ne travaillent pas, puisqu'ils sont perpendiculaires au déplacement, donc il vous reste juste le travail de la force de frottement. Et comme la force de frottement elle est opposée à la distance BC, donc c'est moins au vecteur BC, donc c'est moins F fois BC. Voilà, donc vous pouvez remplacer 1 demi mvb au carré ici directement par mg fois h, d'accord, pour simplifier les calculs, sinon vous calculez directement mgh ou bien 1 demi mvb carré sur bc, tout calcul fait vous donne 2052 newtons. Bien, voilà pour l'exercice 2. Donc il y a théorème d'énergie cinétique, frottement, sans frottement, comment appliquer essentiellement le théorème d'énergie cinétique. Donc on va jouer maintenant au golf. Donc faire l'inventaire qui s'exerce sur la balle de golf. Donc bien sûr vous avez la force de frottement. Donc lorsqu'il se déplace dans ce sens-là, la force de frottement est toujours opposée. Vous avez toujours le poids et la réaction normale. Donc ça c'est la réaction normale. Bien. Donnez l'expression de travail de chacune. Bien sûr, vous voyez bien que le travail du poids et la réaction normale, leur travail il est nul. Il va vous rester juste le travail de la force de frottement qui est moins F fois la longueur parcourue par la balle. L'énergie mécanique de la balle se conserve-t-elle au cours du mouvement? Bien sûr, puisqu'il y a une force de frottement, il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique. La balle est soumise à une force non conservative, c'est la force de frottement, donc son énergie mécanique ne se conserve pas. Donc la variation de l'énergie mécanique au cours de déplacement de la balle est égale au travail des forces de frottement. Donc delta mécanique, c'est le travail de la force de frottement. Maintenant, la valeur de V0 pour la balle atteint le trou avec une vitesse nulle. Là, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, toujours. Donc la variation, l'énergie cinétique finale, donc vitesse nulle, donc c'est 0, moins l'énergie cinétique initiale au point B, c'est 1 demi mvb au carré, est égal au travail des forces appliquées, et il ne reste que le travail de la force de frottement. Donc 0 moins 1 demi mv carré est égal à moins F fois L. Donc je peux calculer 1 demi mv0 au carré est égal à F fois L. Et je vais déterminer la vitesse V0 pour que, donc voilà, vitesse V0 est égale à racine carrée de 2F fois L sur M. Faites une application numérique qui s'abandonne. Donc il faut que le joueur lance la balle avec une vitesse de 3,26 mètres par seconde pour qu'il arrive dans le trou avec une vitesse nulle. Bien, passons encore cas classique, cas 2. On va lancer une balle de 20 grammes à une hauteur de 1,3 mètre, d'accord? Donc à une hauteur de 1,3 mètre, au-dessus du sol, sa vitesse, donc ici, au moment où sa hauteur est à 1,3, sa vitesse est égale à VA, c'est 4 mètres par seconde. Calculer l'énergie mécanique en précisant la référence pour l'énergie potentielle. Ensuite, sa vitesse est 4, on néglige la règle. Calculer l'énergie mécanique en précisant, bien sûr, jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle remonter. Donc l'énergie mécanique, c'est au poids A. Il faut préciser ici, c'est au poids A. Voilà. Donc toujours, pour calculer l'énergie mécanique au poids A, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, ça dépend de la référence. Si je prends la référence sur le sol, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur ici égale à 0, donc l'énergie potentielle se réduit à mgh. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est mgh plus 1 demi mva au carré. On fait une application numérique et ça vous donne 0,41 joules. D'accord? Donc mgh, parce que j'ai pris l'origine du potentiel sur le sol égale à 0. Question suivante. Jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle remonter? Donc là,
quelle est la hauteur maximale? Autrement dit, une fois la bille va arriver à la hauteur maximale, sa vitesse va être égale à combien? Va être égale à 0. Donc il suffit d'appliquer par exemple le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B pour trouver cette hauteur H. Donc vous avez delta EC est égal à EB moins OA, et entre les deux, il n'y a que le poids, parce que la seule force qui s'exerce entre A et B, c'est le poids. Et comme le travail du poids ici, il est résistif, donc faire attention, hein, le poids il s'oppose au mouvement quand la balle se déplace de A vers B. Donc le travail du poids, c'est moins mg fois la hauteur qui est AB, et la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale, 0, moins l'énergie cinétique initiale, donc moins 1 demi mva au carré est égal à moins mgh, moins mgab, autrement dit 1 demi mva au carré est égal à mg fois ab. Donc je fais simplifier par la masse et je détermine ab égale à 0,81 m. Donc la hauteur totale, il faut ajouter 1,3, donc ça sera 1,3 plus 0,81, ça sera 2,11. Donc là, j'applique le théorème d'énergie cinétique entre le point A et le point B, parce que je ne connais pas la vitesse initiale. Pour l'appliquer par exemple entre là et là. Donc là, il faut faire attention entre quel point vous appliquez le théorème d'énergie cinétique, quelles sont les forces appliquées, est-ce que leur travail est moteur ou bien résistif. C'est tout. Donc c'est quoi le point de départ, c'est quoi le point d'arrivée, entre les deux, quelles sont les forces exercées, est-ce que leur travail est moteur ou résistif. Dans notre cas par exemple, quand le corps se déplace de A à B, le travail du poids est résistif. Bien sûr, le schéma inverse, si la balle maintenant se déplace de B vers A, le travail du poids va être moteur cette fois-ci. Bien, avec quelle vitesse il va repasser par le point d'altitude 1,3, donc c'est-à-dire ici arriver à une vitesse nulle, avec quelle vitesse il va arriver ici, passer par A? Bien sûr, il va garder la même vitesse que la montée puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc du moment que l'énergie mécanique se conserve entre ce point et ce point, ici vous avez une énergie mécanique 1 demi mva au carré plus mg fois h1. Ici vous avez 0 plus mgh. Donc pendant la montée ou pendant la descente, ça ne va pas changer. Donc comme le frottement sont négligeables, donc conservation de l'énergie mécanique, donc la vitesse au point A va être toujours 4 mètres par seconde, ou bien vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique pendant le retour entre le point B et le point A. Et vous allez voir 1 demi mva au carré moins 1 demi mv b au carré qui est 0 est égal à mg fois h, et donc je vais arriver toujours aux mêmes relations. D'accord? Vous l'appliquez pour la montée ou bien pour la descente, vous aurez toujours le même résultat. Donc pour la descente, je vais avoir EA au carré, c'est l'énergie finale, moins EB, énergie initiale, est égal au travail du poids. Et pendant la descente, bien sûr, le travail du poids va être positif cette fois-ci. Et donc vous allez voir un demi MV, donc toujours même résultat, donc la vitesse ne va pas changer. Avec quelle vitesse il va atteindre le sol? Donc on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre le point B et le sol, tout simplement. Donc l'énergie cinétique au sol, moins l'énergie cinétique, toujours ça c'est cinétique au point B, est égal à mgh, parce que le travail dans la descente est les moteurs. Donc 1 demi mv, v au sol, moins l'1 demi v initial qui est 0 est égal à mgh. Et donc la vitesse au sol, ça sera racine carrée de g fois h, et ça redonne 6,4 mètres par seconde. Bien. Enfin, je passe à l'exercice de chimie. Donc là, voilà la solution S1, solution de chlorure de cuivre, dont volume V1 et de concentration C1. Donc le chlorure de cuivre solide, c'est CuCl2. Quand je le mets dans l'eau, il va se décomposer en Cu de plus aqueux plus Cl moins aqueux. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ceci. Vous mettez le CuCl2 dans l'eau. Ce CuCl2 va se décomposer en Cu2+, et Cl-. L'eau, c'est un milieu polaire. L'oxygène est chargé négativement, les protons sont chargés positivement. Qu'est-ce qui se passe donc? Tous les charges négatives, on va voir dans le chapitre qui va suivre, quand on va traiter l'électricité, entre une charge positive et une charge négative, il y a une force d'attraction. Donc vous allez voir cette charge positive partout qui va être entourée par des oxygènes. On parle d'ion solvaté. Donc elle va être protégée pour ne pas être il n'y aura plus une chance de rencontrer un Cl- pour former CuCl2. Donc on va être entouré uniquement par des molécules d'eau. La même chose pour Cl- qui est chargé négativement,
il va attirer les charges positives du proton. Cette fois-ci, c'est les protons qui vont entourer la charge Cl-. Ils vont l'encercler. Ils vont comme le protéger. Donc vous allez voir l'ion entouré par des molécules d'eau ou le cation entouré par des molécules d'eau. Et c'est ce qu'on appelle des ions solvatés Ci2+, Cl-. Et c'est la même chose pour FeCl2, le Fe2+, 2Cl-. Donc pourquoi 2? Pour avoir bien sûr la même quantité de charge de plus et même nombre d'atomes de I2. Bien. Maintenant, calculez la concentration molaire des espèces chimiques. Quelles sont les espèces chimiques qui sont présentes? Vous avez Cu2+, Fe2+, Cl- et H2O. D'accord? Bien, CuCl de concentration C1 va se décomposer pour donner Cu2+ de concentration C1 et Cu- de concentration, cette fois-ci, 2 fois C1. Pourquoi en fait, si vous avez N mol ici, N mol va se décomposer pour donner N mol, parce que vous avez le même coefficient A, N mol de Cu2+, et chaque mol de Cl2 va donner 2 N mol de Cl-, 2 fois N. Donc si vous divisez par le volume, vous divisez ici par le volume, vous allez avoir une concentration C1, vous divisez par le volume, vous avez une concentration C1, vous divisez par le volume, vous avez 2 fois N sur, sur V et 2 fois C1. Donc voilà la concentration de chaque élément. Fe2+, c'est la même chose. Si je pars d'une concentration C2, puisque j'ai coefficient A ici et coefficient 1, donc je vais avoir la même concentration pour Fe2+, par contre, 2 fois la concentration, 2 fois C2 pour la concentration de Cl-. Maintenant, quel est le volume final du mélange? Bien sûr, le volume final, c'est la somme, c'est V1 plus V2. Et puisque le volume total a augmenté, les concentrations vont changer cette fois-ci. Ça, c'est les concentrations des ions dans chacune des solutions. Donc ça, c'est pour la solution S1. Ça, c'est pour la solution S2. Maintenant, je vais mélanger les deux. Je vais ajouter S1 et S2. Donc le volume total va changer. Donc les concentrations vont changer, bien sûr. Pour Ci2+, la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume total. Or, le nombre de moles de Ci2+, c'est C1 sur V1. Parce que rappelez-vous, la concentration de C1, Ci2+, c'est C1 sur V. Nombre de moles, d'accord, concentration, c'est C1 fois, nombre de moles, c'est C1 fois V1. Donc la concentration, c'est C1 V1 sur le volume total cette fois-ci. Et puisque Ci2+, proviennent uniquement de la solution 1. La même chose, Fe2+. Il provient uniquement de la solution 2. Donc leur concentration va être le nombre de moles de Fe2+, qui lui il est constant, c'est C2 fois V2, divisé par le volume total. Maintenant pour les ions Cl-. Donc là il faut faire attention pour les ions Cl-. Il y a une partie qui viennent de la solution S1, une partie qui vient de la solution S2. Donc je dois coller, ici c'est Cl-, ici c'est Cl-, bien sûr, c'est Cl-, c'est Cl-, d'accord? Donc je dois calculer le nombre de moles qui provient de la solution S1, le nombre de moles qui provient de la solution S2 et faire la somme. Ensuite divisé par le volume total. Eh bien le nombre de moles qui vient de la solution S1 pour Cl-, c'est C1 fois V1. Vous avez un nombre de moles qui vient de la solution S2, c'est C2 fois V2. Et il faut diviser bien sûr par le volume total. Et je vous laisse le soin de faire l'application. Donc juste une petite erreur ici, concentration de Cl-, c'est 2 fois C1, c'est le nombre de moles de Cl- divisé par V1. Donc le nombre de moles de Cl- qui vient de la solution S1, c'est bien sûr 2C1 fois V1. La même chose ici. Ce sera le nombre de moles de Cl- sur le volume V2. Sur V2. Oups, désolé pour la souris, ça ne marche pas très bien sur V2. Bon, mais je pense que vous avez compris. Le nombre de moles de Cl- qui provient de la solution S2, c'est 2C2 fois V2. Et donc, le nombre, il faut multiplier par 2. Le nombre de moles total de Cl-, c'est 2C1V1 plus 2C2V2. Bien sûr, vous divisez par le volume total et vous avez la concentration totale de Cl-. Bon, ce qui est important ici, c'est de comprendre que Cl-, il faut tenir compte des ions qui proviennent de la solution S1 et des ions qui proviennent de la solution S2. Voilà pour cette série sur le travail et les électrolytes.
Donc voilà, à bientôt bien sûr pour la suite. J'attends toujours vos commentaires, partagez la vidéo avec vos amis et bon courage.